Okay, let's go. Allez, bonjour Lionel. Alors, en une minute, je vais essayer de me présenter. Xavier, alors moi j'ai fait mes études, une grande partie de mes études en Chine. Je suis comme Obélix, hein. Je suis tombé dedans quand je suis tout petit. Je suis issu d'une famille de médecins que je salue tous. Et même moi, j'ai pas voulu faire de médecine, mais finalement j'ai fait du marketing médical. Donc après mes études, enfin, j'ai passé pas mal de temps en Chine à vendre d'abord du matériel médical. Je suis revenu faire un master en France en marketing santé et en marketing communication santé. Et ensuite, j'ai eu la chance de repartir bosser pour des agences santé, notamment Publicis Santé, McCann Santé, avec là, beaucoup de clients pharma chinois ou bien d'équipes de clients internationaux avec des équipes chinoises locales. Et donc, j'ai pu observer pendant de nombreuses années, en fait, le système de santé chinois de très très près. Alors, je suis rentré en France en 2019, juste avant le Covid, mais j'y retourne encore 3 ou 4 fois par an. Et donc, je gardais beaucoup de liens sur place et je travaille encore un petit peu dans le milieu, plus dans le côté medical device, équipements médicaux, je suis un observateur patenté du système médical chinois et encore plus en 2026 avec aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'arrivée, mais vraiment de l'intégration des IA dans tous les processus du système de santé qu'on peut observer sur place. Non, en fait, souvent, je vais en parler très rapidement. C'est avec mon papa qui était gastro-entérologue, hein. Il a pris sa retraite et il voyait vraiment l'outil informatique comme étant un outil qui était en train de disrupter, transformer sa pratique médicale. Et encore plus quand cet ordinateur commençait à être connecté à Internet avec des données quasiment en temps réel. Et là, c'était moi ce côté vraiment fascinant, en fait, d'avoir toute une famille de médecins qui soignaient des patients au quotidien, avec l'idée aussi que la médecine avance, la médecine évolue en fait, et comment Internet peut aider à tout ça. Alors moi, quand je suis passé dans le côté marketing com, je me suis rendu compte qu'en fait, on était quand même quelques personnes à avoir les mêmes intérêts, mais c'était pas facile en fait. Même LinkedIn à l'époque, c'était pas très très simple. Donc, en utilisant Twitter, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient de sujets qui, moi, m'occupaient au quotidien quand j'étais stagiaire chez Sanofi. Et je me suis inscrit. Et avec Tiffen, que je salue, on a eu l'idée de se dire, en fait, c'est un projet européen, pourquoi pas lancer le chapitre français, HCSMEU-FR, Healthcare Social Media in Europe, French version, donc, et qui est ensuite devenu le club Digital Santé qui existe encore aujourd'hui. Et donc, je ne veux pas dire que ça s'est fait sur un malentendu, c'est juste que presque fait sur un coin de table un vendredi entre 13 et 14 heures. Et on s'est dit, mais c'est génial, grâce à Twitter, on peut trouver les gens qui partagent en fait les mêmes centres d'intérêt professionnels que nous. Et l'idée était venue vraiment de ça. Donc on était parti à fond et je suis content de voir que ça fonctionne encore 15 ans après. Alors, des malentendus, il y en a un paquet, mais alors sur la santé, sur l'IA, en fait, bien souvent, on va avoir l'image d'une Chine en fait, qui est assez déréglementée, avec une tech un peu sauvage, sans règles, sans éthique. On a eu pas mal de news pendant plusieurs années avec des expérimentations qui étaient mal calibrées, tout ça. Et donc, on garde ça en tête, alors qu'en fait, en réalité, sur place, il y a plusieurs choses à retenir. C'est que en fait toute l'innovation, elle se fait vraiment sous contrainte. On a un système de santé qui est toujours à deux doigts de craquer, hein. En fait, il n'y a pas de médecine de ville en Chine. Donc tu vas pas voir ton généraliste qui ensuite t'en va dans un parcours de spécialiste. Tout le monde va directement à l'hôpital. Et donc tu as des hôpitaux énormes avec des temps d'attente qui parfois peuvent être assez compliqués. Et donc ça a amené en fait un outil digital, hein, des outils informatiques qui permettent de réduire ces temps d'attente, de réduire cette espèce d'engorgement dans le système de santé. Et ça, une fois qu'on commence déjà à comprendre ça, on se dit, en fait, oui, les Chinois, ils doivent innover sous contrainte. Et sous ces contraintes, en fait, eh bien, le gouvernement chinois, lui, il a déjà extrêmement cadré tout ça en mettant des règles très précises, en mettant une éthique aussi, en relevant et bien évidemment
comment dire, des niveaux d'éthique très importants. Et puis après, il y a aussi une autre idée qu'on peut se faire en fait sur la Chine, de se dire, c'est un grand pays, un espèce de bloc uniforme. Alors qu'en fait, c'est un pays immense avec une trentaine de provinces et une province qui va pas faire exactement la même chose que la province d'à côté. Et ensuite, ce qui se va se faire dans une ville ne va pas forcément se faire dans une autre ville, en fait. Et donc, c'est très fragmenté. C'est très, très fragmenté. Et donc, on va avoir des projets pilotes à droite, à gauche, sur plein de choses. Et là où c'est assez fascinant, c'est que parfois, en fait, ces projets pilotes se tirent la bourre d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. Et ce qui fait que pour chaque innovation, en fait, tu vas avoir quasiment une dizaine de candidats sur un truc précis. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant à observer. Alors peut-être que dans l'inspiration, il y a encore des choses où on va se dire que les Chinois recopient tout ce qu'ils savent, enfin tout ce qu'on leur a demandé à un moment de fabriquer dans leur histoire proche. Mais aujourd'hui, je pense que quand on va sur place, on se rend compte que on va vraiment au-delà de cette image-là. Quand tu regardes simplement que ce soit les voitures qui ont d'abord été copiées sur les voitures chinoises qui ont d'abord copié les berlines allemandes, aujourd'hui les voitures électriques chinoises commencent vraiment à mettre la barre très très haut. On va le voir avec les téléphones portables et donc on va le voir aussi dans certains parcours de soins en fait, où les Chinois n'hésitent pas à expérimenter. Ils ont le nombre pour ça, ils ont l'attitude, on va dire l'état d'esprit de se dire on est là pour expérimenter, pour faire avancer les choses aussi. Et donc, en termes de contrefaçon, alors, moi, je suis biaisé, hein, j'ai connu la Chine de la contrefaçon et aujourd'hui, j'ai du mal à la reconnaître sous cet angle-là. Et alors, forcément, elle s'inspire. Il y a énormément de Chinois dans le monde entier qui s'inspirent de tout ce qu'ils voient. Mais ils s'inspirent en se disant, mais nous, on va devoir le faire pour notre propre marché qui a des contraintes très spécifiques. Et c'est là, en fait, on a peut-être des choses géniales qui sont en train de se passer sous nos yeux. Et ça, ça demande un petit changement de perspective pour pouvoir l'apprécier. Alors, c'est assez simple en fait. Comme je vous disais, il n'y a pas de médecine de ville. Donc, toute la médecine va essentiellement se pratiquer en fait à l'hôpital. Alors, l'hôpital est organisé avec différents grades, hein, les hôpitaux de grade 1, grade 2, grade 3. Et donc, c'est vraiment là que va se faire le dépistage, le diagnostic, le traitement. Enfin, on va ici initier les traitements, etc., etc. Ensuite, tous ces hôpitaux de ces villes sont répartis dans des provinces. Et là, en fait, il y a des autorités provinciales de santé. C'est-à-dire que une province, on va prendre la province du Zhejiang, qui est juste au sud de Shanghai, que je connais assez bien. C'est une petite province, environ 60 millions d'habitants. Et ces 60 millions d'habitants, donc bah, c'est la taille d'un pays. Et donc, elles ont des autorités locales, un ministère de la santé local. Et par exemple, les laboratoires pharmaceutiques sont obligés de négocier province par province, en fait, par exemple, pour les prix de leurs médicaments. Et donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à garder en tête. C'est les provinces qui vont décider des pilotes, décider des déploiements. Ensuite, on va avoir un autre bloc avec toutes les plateformes de santé. Les plateformes de santé et également les assurances. Alors là, c'est des plateformes digitales hein, qui se créent. Donc eux, en fait, ils ont les utilisateurs. Et ces utilisateurs vont avoir différentes demandes et comment on va aller réussir à les plugger dans le système de santé. Donc, on peut avoir un Ping An, dont on va reparler après, qui est un assureur qui, lui, a des centaines de millions d'assurés et comment il va les amener dans le système de santé, qu'est-ce qu'il va leur offrir. Ou d'un autre côté, on va avoir un Alibaba qui, lui, est spécialiste du e-commerce. Donc, on se dit tout de suite, la pharmacie reste un commerce. Et lui, il doit avoir littéralement des centaines de millions de clients potentiels pour sa pharmacie et comment il va les faire rentrer par le biais de la pharmacie dans le système de santé. Donc il y a ça. Ensuite, depuis une dizaine d'années, il y a aussi une initiative gouvernementale qui est très importante qu'on appelle les Internet Hospitals. Donc les hôpitaux Internet, en fait, c'est des hôpitaux complètement équipés avec des outils Internet sur lesquels, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'un médecin sur place, mais on va avoir besoin d'infirmières sur place qui vont pratiquer en fait des examens et vont faire remonter les informations à des médecins qui, eux, à distance, vont pouvoir ensuite prendre des décisions s'il y a des choses plus importantes à faire en termes de suivi, d'orientation. Et donc, ça, c'est le quatrième bloc. Et enfin, on va plus parler de tout ce qui est industrie, MedTech et IA. Et aujourd'hui, voilà, on peut carrément le rassembler, hein. Les MedTech, les IA, Donc voilà à peu près les cinq blocs, hein. Donc les hôpitaux, les autorités provinciales, les plateformes
ensuite les hôpitaux Internet et enfin, on va dire, tous les industriels. Alors, Ping An, c'est un cas extrêmement intéressant. Alors, Ping An, au départ, c'est un assureur. C'est le plus gros assureur chinois. Et c'est le plus gros assureur chinois. Donc là, c'est quasiment, si je ne me trompe pas, c'est 8 à 900 millions d'assurés, en fait. Et donc, ils sont présents quasiment dans toute la Chine. Ils sont bien souvent présents dans le parcours de soins à la fin pour rembourser. Et ensuite, ils se sont aussi rendus compte que parfois, il y avait un problème d'accès aux soins. Ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, pas de médecine de ville, tout le monde va à l'hôpital, l'hôpital de sa ville ou l'hôpital de la grande ville d'à côté. Alors, quand on vit dans une grande ville comme Shanghai, c'est pas difficile d'aller à l'hôpital, c'est pas très loin, etc. Quand on vit dans une zone secondaire, une zone tertiaire de Chine, parfois c'est un peu plus compliqué. Et là, l'idée, c'était de se dire, bah, on a déjà ce fichier de clients de sociétés d'assurance qui ont des besoins de santé. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer en fait des services de santé, des services de consultation? Et ils ont commencé comme ça à faire de la consultation en ligne en 2014. Et donc aujourd'hui, c'est 400 millions de consultations, enfin 400 millions de personnes qui ont reçu des consultations sur Ping An en ligne. Et c'est assez intéressant parce que leur application, je partagerai une copie d'écran que tout le monde pourra voir ici, c'est aujourd'hui, c'est à mi-chemin entre un Doctolib classique dans lequel on ferait une recherche d'un médecin, mais aussi un Google, mais également un chat GPT dans lequel on peut poser ses questions, mais tout ça réuni dans une seule et même expérience unifiée sur un téléphone portable, qui permet en fait de poser ses questions, chercher un produit, prendre un rendez-vous et tout ça dans une expérience unifiée. Et ça, Ping An, aujourd'hui, Alors, on parle de Ping An aussi. Ce que j'oublie de préciser, c'est que je vais pas dire des mini Ping An, il y a énormément de concurrents. Et la Chine, ça serait pas marrant s'il y avait un espèce de monopole. En fait, Ping An, c'est plus ou moins l'un des acteurs qui est enfin, en présence nationale. Mais à toutes les provinces, on va avoir des acteurs qui sont pas petits parce que forcément, ils vont avoir des dizaines de millions d'utilisateurs. Et c'est là où ça devient assez fascinant. Alors, moi, là, de ce que je constate en discutant, et je sais pas tout, hein, mais en discutant avec des personnes qui ont les mains dans le système au quotidien, là où ça fonctionne déjà, c'est le triage. Ce qu'on appelle le triage, hein, dans l'accès aux soins. Quand on s'imagine que tout le monde doit aller à l'hôpital, que tu viens de te cracher avec ta voiture ou que tu as juste mal au ventre, c'est toujours la même porte d'entrée, c'est un peu compliqué. Et donc, l'idée de l'application, enfin des applications en ligne, c'est de se dire, on va aider au triage. Tout ne mérite pas que l'on se déplace à l'hôpital, bien évidemment. Donc, donnez-nous l'idée de vos symptômes, la récurrence, etc., etc. Et là, on va vous orienter. Venez à l'hôpital ou faites une consultation en ligne d'abord, etc., etc. Ça, c'est très important. D'abord le triage en fonction des symptômes, et puis ensuite l'orientation. Parce que l'orientation, on s'imagine bien un grand hôpital, c'est un peu compliqué de trouver la bonne chose. Ça, c'est côté patient. Côté médecin, là, j'invite tout le monde qui s'est déjà enregistré sur ChatGPT pendant 1 heure et demandé à ChatGPT un compte rendu. On s'imagine simplement de se mettre à la place d'un médecin. Et là, il y a énormément d'applications en ligne en Chine qui existent pour aider le médecin à faire du compte-rendu. Des comptes rendus par rapport à ce qu'il va délivrer comme consultation, ou parfois des comptes rendus qui vont s'enrichir même avant même que la consultation débute, avec des résultats d'examen qui ont été faits précédemment par le patient, en fait. Et ça, quand on le voit à l'hôpital, quand on discute avec des médecins, euh, au départ, c'est fascinant. C'est fascinant pour nous quand on l'observe. Les médecins qui voient 60-80 patients par jour, en fait, eux, c'est juste que c'est une aide plus que bienvenue. C'est une aide ultra nécessaire pour eux. Surtout, connaissant bien les médecins, ils ont toujours peur de louper un truc. Ils ont toujours peur, hein, de louper un truc. Et là, ça permet, en fait, l'IA permet de parfois poser la question auquel toi, tu ne pensais pas forcément poser dans ton diagnostic différentiel, ou bien d'aller voir un résultat d'examen, ou bien. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Enfin, moi, la dernière chose que je vois, c'est les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, bon, on connaît le poids des affections longue durée, à quel point ça peut être compliqué, le suivi, tout ça. Et quand on voit son médecin 15 minutes tous les mois, c'est compliqué.
Et là, l'IA va pouvoir littéralement en fait accompagner, servir de lien entre le patient et son médecin ou l'équipe médicale qu'il suit pour s'assurer des observances de traitement, s'assurer que les différentes constantes sont bien prises en temps en heure et qu'il n'y a rien qui se déclenche, ou parfois faire lire en avance des résultats d'examen. Ça, c'est un vrai plus sur l'IA. En fait, quand on va parler de l'IA dans la santé, il y a quelque chose qui est assez simple, en fait, c'est que toutes les IA médicales sont considérées comme des dispositifs médicaux. Et connaissant bien en fait les réglementations de dispositifs médicaux, on sait à quel point, par exemple, c'est extrêmement régulé en fait en Europe. Et moi, pour moi-même bosser avec des usines chinoises sur du matériel européen, ils savent très très bien en fait se mettre au niveau demandé. Et comme ils sont capables de se mettre au niveau demandé mondialement, que ce soit avec la FDA, avec les Australiens, avec l'Europe et marque HE, ils le font pour eux-mêmes aussi. Et en fait, c'est même demandé par le gouvernement chinois. Donc en fait, on se rend compte que on va avoir des IA médicales qui vont se développer avec des contraintes qui sont celles des dispositifs médicaux, mais qui tout de suite vont être implémentées sur des dizaines de millions de patients potentiellement, et donc avec la nécessité d'une intégration extrêmement pragmatique derrière. Et c'est ça qui est fascinant en fait à regarder. Alors la donnée, c'est très très simple. Les données, elles sortent patchy. Ça, en fait, et en fait, le gouvernement chinois a mis en place en 2017-2018 en fait, un cadre réglementaire très, très strict sur la gestion de données. Donc, ça peut être la donnée de clients classiques, mais même maintenant, les données patients. Et donc, les données sont vraiment cantonnées sur des systèmes extrêmement, on va dire, protégés, sur lesquels aussi le gouvernement chinois, forcément, a le droit de rentrer aussi s'il le faut, mais bien évidemment. Il ne va pas forcément le faire, il va pas forcément le faire pour aller observer non plus ce qui se passe sur toutes les données de santé. Alors, même si on peut se poser des questions, hein, secret médical, tout ça, puisqu'il y a quand même des données de santé que certains vont vouloir envier. Par contre, le cadre, il est extrêmement strict, et comme pour toutes les sociétés digitales en Chine, dès qu'il y a un débordement, dès qu'il y a un signalement qui va être fait, en fait, il y a une enquête immédiate, et là, ça peut aller très très vite. On a déjà vu le gouvernement chinois littéralement débrancher des sociétés. Et il faut savoir que le gouvernement chinois, il est considéré sur place comme l'empereur, en fait. Il a le droit de vie et de mort et on a vu des sociétés du jour au lendemain disparaître. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'était passé en 2011 avec Baidu. Baidu qui avait, comment dire, faisait beaucoup de publicité. Contrairement à Google, Baidu fait de la publicité, mais pour des produits de santé, l'autorise pour les produits de santé, enfin l'autorisait à l'époque, et l'autorisait pour les hôpitaux. Et il y avait des publicités pour des hôpitaux qui étaient littéralement délirantes. Et ce qui s'est passé en 2011, c'est qu'il y a eu un cas assez compliqué. Et du jour au lendemain, le gouvernement chinois a dit à Baidu, vous arrêtez absolument tout ce que vous faites dans la santé. Et ça, c'est littéralement en 2 semaines, Baidu est sorti de tout le secteur de la santé chinois, alors que c'était une des sociétés qui avançait le plus rapidement dessus. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est difficile à expliquer en étranger, parce qu'on a toujours un doute, surtout en France, avec les données, en ce moment, tout ce qui se passe dessus. Mais la confiance des Chinois dans leur gouvernement est assez phénoménale, parce que en fait, le gouvernement a simplement le pouvoir de... C'est même pas taper du poing sur la table, on vous efface. Euh, Déjà, moi, le premier conseil que je donne à tout le monde, c'est d'y aller. Il faut s'y rendre. Plus aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes de visa, les billets ne sont pas vraiment chers. Et puis, essayer de comprendre, et idéalement, si on peut même se faire expliquer son travail, hein. Ça, c'est au-delà du domaine de la santé, hein. Vous êtes médecin, essayez d'aller rencontrer des médecins chinois, vous êtes spécialiste de l'automobile, concessionnaire, allez voir des concessions automobiles en Chine. On peut le faire pour tous les métiers. C'est un pays extrêmement accueillant, des gens extrêmement accueillants qui sont prêts à partager un peu tout ce qui se passe. Et ça, déjà, s'y rendre parce que ça permet déjà de casser une partie des stéréotypes. Ensuite, poser des questions. On va trouver des gens sur place qui sont ravis d'y répondre. Et ensuite, au-delà de s'émerveiller purement sur le côté tech,
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la Chine va vous parler de tech. On n'a pas encore de voitures qui volent, mais c'est presque là. Tu vois. C'est vrai qu'on commence à avoir des livraisons de café par drone. Mais les Chinois eux-mêmes, ils sont là en mode, ouais, on s'en fout du drone qui. Voilà. Ce qui est important, c'est de réfléchir derrière le pourquoi, l'organisation en fait. Et en fait, ce drone, il vient de quelle plateforme? Et ces plateformes, elles servent quels usagers pour quels. Et quand on commence à penser en fait euh, ce challenge chinois, qui pour moi, c'est vraiment un challenge d'organisation. Euh, c'est le but, c'est de réussir à servir le maximum de personnes possible dans un temps imparti, sachant que ben, en Chine, quand on se rend sur place, on se rend compte rapidement qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc, en termes de besoins de santé, nous, on voit à quel point c'est difficile en France de pouvoir donner un bon service de santé à l'ensemble des Français. On peut s'imaginer le challenge qui existe en Chine, en fait. Et on voit comment. Alors, les Chinois prétendent pas avoir résolu ce challenge, mais ils essayent. Ils essayent, ils le font. Et ils adorent inviter les personnes pour dire voilà, nous, notre version. On ne pense pas non plus prétendre avoir la réponse parfaite, mais quand tu as 30 millions de patients tous les jours qui arrivent, il faut s'en occuper, quoi. Il faut faire le taf, quoi. Et c'est là, ça, moi, c'est vraiment ce que j'invite tout le monde à faire. C'est se rendre sur place, observer, et puis dans une extension, si on ne veut pas forcément aller en Chine, on va aller en Asie du Sud-Est, mais on se rend compte qu'en Asie du Sud-Est, il y a une influence chinoise très forte. C'est pas une influence politique, c'est juste une influence qui fait que il y a beaucoup en fait de tech chinois, de dev, de tech et de dev d'Asie du Sud-Est qui sont littéralement inspirés de ce qui se passe en Chine ou qui sont eux-mêmes d'origine chinoise. Et, et, et quand je vous parle de Ping An, en fait, tu vas en Indonésie, tu te rends compte que l'application qui marche le mieux, c'est presque une copie de Ping An, en fait, en indonésien. Et c'est là où ça devient vraiment, ça devient, c'est, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est aller sur place et se rendre compte par soi-même. Moi, c'est intéressant. Ce que je dirais, c'est que, en fait, la Chine, comme pour beaucoup d'innovations, elle n'a pas inventé l'IA santé, en fait. Elle l'a pas inventé. Par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle essaye d'en prendre le meilleur pour l'intégrer à ses propres contraintes. La Chine est un pays qui innove sous pression. Donc ici, la pression, c'est on a des dizaines de millions de patients à soigner tous les jours. On n'a pas forcément tout le personnel médical qu'il faut. Et parmi en fait ces 30 millions de patients, est-ce qu'on ne peut pas essayer de donner une solution efficace à chacun d'entre eux, sachant que on sait utiliser efficacement des applications, donc il y a une partie de ces patients qui pourront être suivis via une application, la bobologie, etc. Comme ça permet de dégager du temps à ceux qui ont vraiment besoin de voir des médecins. Et quand tu penses, c'est exactement ce qui se passe dans le système de français, le système en France. Tu veux, dans les urgences en France, j'ai eu la joie ou la malchance de fréquenter encore les urgences récemment. On se dit qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et ça, c'est un problème, je pense, qui est général dans tous les pays du monde. Et eux, la Chine arrive avec sa propre version de cette intégration d'IA en se disant, bah, il y a différents outils qui existent, certains que nous, on a inventés, d'autres qu'on a été reprendre ailleurs. Et nous, on a fait une innovation d'usage. Donc, on a pris différentes briques et bah, l'ensemble de ces briques va proposer une nouvelle expérience. Et voilà ce qui est vraiment innovant en fait chez les Chinois. Okay, let's go.